Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans le journal, voici les titres. La 147e Assemblée de l'Union interparlementaire s'ouvre ce lundi 23 octobre à Luanda en Angola. Les organes statutaires, entre autres le Conseil directeur, la Commission permanente, le Comité des droits de l'homme des parlementaires sont attendus à cette Assemblée. Le Conseil directeur sera appelé à élire un nouveau président. La délégation ivoirienne est conduite par Adama Bictogo. Le dépôt de la Gestosi, basé à Yamoussoukro, a mis en service hier samedi un nouveau bac de super sans-plomb de 20 000 mètres cubes. L'objectif est de satisfaire les besoins nationaux en produits pétroliers et surtout accroître l'attractivité du corridor ivoirien envers les pays de la sous-région. C'est le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui a ouvert les vannes. Au Maroc, la police a saisi plus de 1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca. Une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par des propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert les paquets suspects dans leur cargaison. La drogue était dissimulée dans les palettes de poissons congelés. Elle provenait d'Amérique du Sud en ayant transité par l'Espagne. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Nous vous le disions à l'instant, l'Union interparlementaire se réunit ce lundi 23 octobre à Luanda en Angola. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. C'est une réunion d'une grande importance qui verra aussi la désignation d'un nouveau président par le comité directeur de l'UIP. Les enjeux de cette 147e session nous sont expliqués sur place par Adama Bictogo au micro de notre envoyé spécial, Michel Digré. Ce sommet intervient dans un contexte où le monde est déchiré par des guerres, la guerre russo-ukrainienne, la guerre israélo-palestinienne, la crise énergétique, l'inflation, le dérèglement climatique. On a vu ce qui s'est passé en Libye, au Maroc, les tremblements de terre. Autant de sujets importants que nous allons aborder pendant ce sommet. Et donc, aujourd'hui, il y a donc un appel à une solidarité mondiale pour sauver l'humanité. C'est un nouveau dépôt que la Gestosi vient de mettre en service à Yamoussoukro, un bac de super sans-plomb de 20 000 mètres cubes. Il permettra notamment de satisfaire les besoins nationaux en produits pétroliers, mais aussi d'accroître l'attractivité du corridor ivoirien envers les pays de la sous-région ouest-africaine. C'est le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, qui a lui-même ouvert les vannes. Lansine Bakayoko. Avec la mise en service du nouveau réservoir, la capacité globale du dépôt de Yamoussoukro passe de 60 000 à 80 700 mètres cubes. Un soulagement pour ce dépôt exploité ces dernières années à flux tendu qui dessert la zone centre-nord-ouest de la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland, en l'occurrence le Mali et le Burkina Faso. Cette embellie concerne aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne pétrolière, les exploitants, les distributeurs et surtout les automobilistes. La mise en service du bac R12 de 20 000 m3 de super va permettre désormais de doubler la capacité de stockage en super sans pont, permettant ainsi d'avoir 12 jours de disponibilité de super au lieu de 6 jours de disponibilité. Malgré ce bond quantitatif, le dépôt de Yamoussoukro a plus que jamais besoin de nouveaux investissements pour faire face à la demande toujours en croissance. Nous prévoyons la construction d'un deuxième bac de 20 000 m3 de gasoil, l'augmentation du débit de chargement des camions-citernes, l'augmentation des pistes de chargement, l'additivation automatique des produits au niveau des postes de chargement, l'agrandissement des parkings ivoiriens et celui de l'Interland. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers fortement perturbée par l'environnement international exige d'accroître les capacités de stockage, gage de sécurité de la disponibilité. Non seulement il urge de réaliser des ouvrages supplémentaires, mais également de réactiver des projets restés longtemps dans les pipes. Il s'agit du projet de boosting du pipeline 12 pouces multiproduits Abidjan-Yamoussoukro existant. De la construction d'un pipeline de 16 pouces multiproduits Abidjan-Ferke-Sedou. La transformation du pipeline Abidjan-Bouaké en pipeline gaz butane. Il s'agit de la construction d'un pipeline de 14 pouces de gaz naturel Abidjan-Bouaké.
Je voudrais réitérer mon appel aux nationaux que j'encourage à investir dans le secteur pétrolier et gazier. À Yamoussoukro, des projets complémentaires sont à l'étude, notamment la construction de 4 autres îlots de chargement et l'augmentation de la capacité de pompage pour passer de 40 minutes actuellement à 25 minutes. 2700, non, ce n'est pas le prix d'une marchandise, mais bien le nombre de sacs de lait périmés saisis dans la commune de Koumassi. Une opération réussie à mettre à l'actif des agents de la BCR, la brigade de contrôle rapide. Les 2700 sacs périmés sont tous de la marchandise importée. Le récit de Juliette Ouéa. Environ 2700 sacs de lait en poudre périmé de 25 kg découverts dans cet entrepôt de la commune de Koumassi, au quartier Remblai. Dont un montant global de 141 millions. Saisie effectuée par des agents de la brigade de contrôle rapide, la BCR, appuyés par des éléments de la gendarmerie nationale après un appel anonyme. C'est ça que vous voyez juste derrière moi. On fait l'objet d'abord des falsifications parce que les dates sont passées depuis le 20 juillet 2023. Donc ces dates ont été couvertes par des étiquettes et ils ont mis de nouvelles dates qui courent jusqu'au 2 février 2024. Donc à travers cette manœuvre-là, ils ont réussi à tromper la vigilance et de certains opérateurs économiques ainsi que des consommateurs. Ces denrées prohibées appartiendraient à un opérateur économique qui est actuellement en voyage. Si l'enquête menée par la brigade de contrôle rapide est concluante, ce dernier risque des sanctions graves. Les fautifs d'abord encourent une peine privative de liberté, voilà, de toute façon, voilà, qui court de 2 mois à 2 ans de prison. Mais également, ils peuvent également payer une amende qui oscille entre 100 000 et 100 millions de francs CFA. Les sacs de lait en poudre périmés saisis par la brigade de contrôle rapide seront incinérés dans les prochains jours. Et dans le cadre du Dimanche Magazine ce 13h, le professeur Simplice Yodédian, philosophe, analyste politique, a décrypté la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, les missions et les grands axes qui conduiront la feuille de route du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont été également abordés. Je vous propose de suivre un extrait de cet échange. Begré-Mambé n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. C'est un haut cadre de ce pays. C'est un collaborateur très proche du chef de l'État. Et à un moment ou à un autre, le chef de l'État décide de où il a besoin de vous et de comment il veut que vous travailliez. L'ossature n'a pas fondamentalement changé. On s'est rendu compte que Mme Camara passe au Sénat. La comptabilité nous montre qu'il y a une place en moins. Pour un défenseur de la parité comme moi, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment bougé. Mais lorsqu'on regarde la consistance des portefeuilles et les responsabilités que le chef de l'État confie aux femmes dans ce gouvernement, on peut déjà se satisfaire. Et la parité est un processus, on est dans une dimension processuelle et espérons qu'avec le temps, le travail fait par ces femmes à qui le président de la République renouvelle sa confiance pourra permettre donc aux autres femmes de valeur de ce pays d'entrer dans le gouvernement pour accroître le nombre de femmes. Le point important que je note dans ce qui vient d'être fait pour moi, c'est que le chef de l'État nous rappelle à son magistère. Et c'est important de le noter. Il nous rappelle qu'il est le maître du jeu. C'est normal que certains, après avoir servi, passent à une étape supérieure et c'est normal que d'autres qui étaient dans l'ombre ou dans l'antichambre fassent leur entrée, qu'ils soient à la lumière pour montrer de quoi ils sont capables. Quand quelqu'un vous renouvelle sa confiance, ça veut dire aussi qu'il attend davantage de vous. Et donc, on attend d'eux qu'ils fassent plus, qu'ils fassent mieux, parce que c'est là-bas qu'ils les attendent. Ils sont au service d'un monsieur qui est très exigeant, qui s'appelle le président de la République Alassane Ouattara. Donc il y a cette double pression qui fait qu'il faut qu'ils aillent vite. Parce que je crois qu'il leur a dit qu'il faut qu'ils accélèrent. Le chef de l'État est en train de leur dire, quand je vous donne une parcelle du pouvoir que le peuple m'a donné, il ne faut pas vous oublier, mais il ne faut pas oublier le peuple qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui et le peuple pour lequel vous devez travailler. Les jeunes de la région du Haut-Sassandra vont bénéficier de la phase 3 du PGDEC, projet emploi jeunes et développement des compétences. 600 jeunes, plus exactement, seront formés aux travaux à haute intensité de maître d'œuvre et bénéficieront du financement d'activités génératrices de revenus. L'annonce a été faite par Touré Mamadou, ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle, de la promotion de la jeunesse, Eugène Atoubé.
Au centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, mouvements de femmes, chefs de communauté, autorités administratives et traditionnelles était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génératrices de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle des TIMO. Cette fois-ci, ce sont les TIMO Plus. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, qu'on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais les femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec les populations, les propos du nouveau président de cette région ont fait tache d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusive pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. De 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront donc bénéficiaires de différents programmes. Et j'ai instruit donc mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective donc, de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Outre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Un autre président de conseil régional est attentif aux difficultés des populations de sa localité, c'est Zorobi Epiphane, président du conseil régional de la Maraoué. 500 enfants issus des familles démunies de la commune de Saint-Fra ont reçu des kits scolaires pour une meilleure rentrée des classes. À l'initiative de cette remise de kits, l'association des femmes battantes de Saint-Fra, association qui bénéficie de son soutien. Soro Corona. Le président du conseil régional de la Maraoué, Zorobi Epiphane, les autorités administratives et les cadres remettent des kits scolaires. Des kits destinés à 500 enfants de familles démunies de la commune de Saint-Fra. Une action sociale de l'association des femmes battantes de Saint-Fra soutenue par Zorobi Epiphane. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes à l'association et au président du conseil régional de la Maraoué. Merci à l'association, merci au groupe femmes battantes de Saint-Fra de venir nous aider à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Cette cérémonie de remise des kits scolaires est ponctuée par un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ». Un thème pour encourager les élèves qui ont connu un échec et exhorter les parents à soutenir leurs enfants dans toutes les épreuves. Nous ne devons pas nous résigner face aux échecs, aux examens scolaires de nos enfants. Bien au contraire, nous devons nous résoudre à trouver des voies et moyens pour y remédier. On peut échouer une fois, deux fois, trois fois, à la fin être à l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Partant de sa propre expérience, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance invite élèves et parents à la résilience et à la persévérance dans la vie. En 2018, on a fait les élections régionales. On va dire que ça n'a pas marché. Je dis ça n'a pas marché, mais tant qu'on vit, il y a toujours une autre occasion. Je ne vais pas lâcher. L'une des clés du succès, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la résilience. Il ne faut jamais baisser les bras. La cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves issus des familles vulnérables par l'association des femmes battantes de Saint-Fra est à sa 2e édition.
Parlons d'éducation. Les élèves de l'école primaire publique Kennedy dans la commune d'Abobo ont aussi reçu des kits scolaires, 200 au total, offerts par la jeunesse Kandia Camara. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités municipales et politiques de la commune. Chris Diomandé à Boussanogo. Plus de 200 kits scolaires offerts aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy en cette rentrée académique 2023-2024. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui vient les motiver à travailler plus et à faire honneur aux donateurs. Mémé Kandia, je suis très content aujourd'hui d'avoir reçu ce cadeau. Une initiative de la jeunesse Kandia Kamara qui vise à donner de la joie à tous ses élèves. L'objectif de cette remise de kits, c'est de booster les résultats au plan scolaire et donc amener les enfants à étudier à l'école, amener les enfants à avoir de bons résultats. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Abobo Wantoué, penser aux enfants issus de familles défavorisées, c'est apporter un véritable appui aux parents pour la scolarisation de leur progéniture. Nous tenons à lui dire merci. Et cela va soulager un tant soit peu les enfants désœuvrés qui hésitent de venir à l'école parce qu'ils n'ont pas de matériel. Parrains et donateurs, l'enseignant Soumaoro n'a pas manqué d'exhorter les élèves à travailler en classe afin de faire plaisir à leurs parents. Faire du bien à autrui, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Si tout le monde avait cette vision-là, le monde sera meilleur, Abobo sera meilleur. À nos enfants d'être corrects à l'école, d'être attentifs. Ils sont l'avenir de notre commune, ils sont l'avenir de notre pays. Pour le représentant du maire de la commune d'Abobo, ces remises de kits scolaires à de nombreux élèves de la commune d'Abobo fait partie des priorités du maire. Depuis son arrivée dans la commune, elle a réussi, de par son action, à mobiliser un certain nombre d'acteurs économiques autour d'elle. Il faut que les enfants assidus dans la fréquentation puissent utiliser à bon escient ces kits qui viennent d'être remis pour qu'en fin d'année, ils fassent de bons résultats scolaires. Ce sont au total plus de 2000 kits scolaires qui seront distribués dans 10 établissements de la commune d'Abobo. Dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, les questions de santé, d'éducation, d'adduction en eau potable et d'électricité sont des défis majeurs auxquels font face les autorités. Le nouveau conseil régional installé il y a quelques semaines entend les relever. Le projet du programme triennal 2024, 2025 et 2026 adopté apporte une solution à tous ces problèmes. Le budget prévisionnel de près de 9 milliards de francs CFA enregistre 17 actions et 56 opérations. Le président du conseil régional, Bruno Nabagné-Koné, s'est engagé à accélérer le développement de la région, comme nous le montre Charles Tatou. L'administration étant la continuité, la nouvelle équipe du conseil régional de la Bagoué vient de boucler les réunions du conseil au titre de l'année 2023 avec la 4e session ordinaire dont les travaux ont permis aux conseillers régionaux de plancher sur le projet de programme triennal 2024, 2025, 2026. Ce programme triennal enregistre 17 actions et 56 opérations en termes de développement en faveur de la région. Le coût global des opérations du programme triennal s'élève à près de 9 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard de francs CFA affectés au secteur de la santé. Pour le nouveau président du conseil régional de la Bagoué, la santé est la première priorité des opérations, non sans oublier la question de l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, les besoins sont très importants dans notre région, dans tous les secteurs. Dans l'éducation, dans la santé, dans les routes. Et notre ambition est très forte pour la région de la Bagoué. Pour réussir cette ambition, nous avons besoin de moyens. Nous saluons bien évidemment les ressources qui sont mises à disposition par l'État. Mais notre objectif, ce sera de rechercher des ressources additionnelles. Ce sera de mettre à contribution les cadres de la région, les populations, pour que chacun, avec ses capacités, puisse contribuer à l'effort général qui va être fait pour développer notre région et pour améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux de la 4e session ordinaire du conseil régional se sont achevés dans la joie avec un don d'attributs de chefs notables ce nouveau fait au nouveau président du conseil régional de la Bagoué. La première session du conseil municipal de Thiémé-Lécro dans le Moronou était une réunion de prise de contact entre la nouvelle équipe municipale et les populations. La rencontre a eu lieu ce vendredi 20 octobre 2023. Le nouveau maire s'est saisi de l'opportunité pour réexprimer sa vision en faveur d'un développement harmonieux de la commune. Léon Brou.
Mairie de Tiémé-les-Cros, région du Morono. Des groupes de travail à la tâche pour l'assainissement des locaux, toute l'expression de l'engagement des populations à contribuer à la renaissance de leur commune, enclavée depuis la quasi-fermeture de la voie ferroviaire. Avant, il y avait le train. Maintenant, il n'y a plus de train. Donc, bananes, piments pourris ici. Nous avons des difficultés à évacuer nos produits agricoles, à savoir le café, le cacao, le VA. La route Tiémé-les-Cros-Dimbokro, d'une trentaine de kilomètres, sur laquelle on peut passer facilement 3 heures de temps. Tiémé-les-Cros, pas seulement enclavé, difficile aussi la circulation des personnes et des biens dans la commune, faute de voirie. La priorité absolue pour les populations de Tiémé-les-Cros, c'est le bitumage de l'axe Songassou, Tiémé-les-Cros, Sérébissou, Anoumamba. Nous savons que le gouvernement a mis en place un vaste programme d'entretien routier. Nous espérons que ce programme-là se mettra en œuvre rapidement au niveau de notre circonscription. Au cri du cœur des populations, réponse de la nouvelle équipe municipale. Des Français ont fait ce qu'ils ont pu et moi j'apporterai ma modeste contribution pour que nos populations puissent aussi embrasser le développement tant souhaité par le chef de l'État. Et pour cela sont mises en place à ce premier conseil municipal de Tiémé-les-Cros les commissions en charge des questions spécifiques de développement. Elles vont appuyer le maire et ses 4 adjoints élus à l'issue du scrutin du 2 septembre 2023. Et dans un autre chapitre, les producteurs du binôme café-cacao se sont retrouvés à Abangourou pour le lancement de la campagne cacaoyère 2023-2024. Au cours de cette rencontre, les difficultés des producteurs ont été abordées. Par ailleurs, ils lancent un appel à l'État pour une augmentation de la marge bénéficiaire du cacao, arrêtée depuis 2011, qui est de 80 francs. Un coût qui ne serait plus, selon eux, adapté aux réalités actuelles. Sur place, la correspondance de Herman Niamia. Le plus bon champ du kilogramme du café et du cacao pour cette campagne 2023-2024 a été fixé à 900 francs CFA pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. Une annonce qui a réjoui tous les producteurs. Cependant, ils plaident pour que la marge bénéficiaire du cacao, arrêtée depuis 2011, qui n'a plus connu d'évolution à ce jour, soit revue à la hausse. Réunis à Bengourou pour le lancement de la campagne café-cacao, ils ont échangé sur la vie de la filière tout en évoquant leurs difficultés. Le différentiel de ramassage qui est de 80 francs, qui date de plusieurs décennies, soit revu à la hausse. Voilà, nous souhaitons qu'on ajoute 60 francs pour faire au moins 140. Toutes ces difficultés évoquées ont un impact considérable sur les revenus des producteurs selon les différents intervenants. Les décisions arrêtées au cours de cette rencontre seront transmises au ministère de tutelle selon le président de l'association des présidents du conseil d'administration du café et du cacao. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix, problèmes de routes et autres qui fait augmenter plus les dépenses et qu'aujourd'hui les coopératives ont des difficultés. Après les calculs, nous ne nous en sortons pas. Donc nous demandons en sorte que le conseil café-cacao et le ministre de l'Agriculture puissent voir comment est-ce que aider les coopératives à s'en sortir parce que c'est un peu difficile pour nous. Le lancement de la campagne café-cacao 2023-2024 à Abangourou a été l'occasion pour les acteurs d'échanger sur le prélèvement des impôts qui est également greffé sur la marge bénéficiaire du ramassage. Ils ont évoqué le problème des sacheries toujours insuffisants et exprimé leur détermination à lutter contre le trafic illicite de la fuite du cacao vers les pays limitrophes. À Songon, c'est la sauvegarde de l'environnement qui est la priorité. La mairie et plusieurs fidèles chrétiens ont participé hier samedi 21 octobre à une opération de planting d'arbres. Le site qui a abrité l'événement est une forêt protégée située à Songon-Braté. Cette action, vous allez le voir, vise à lutter contre la déforestation. Issa Tchounaïo. La protection de l'environnement, une priorité pour la municipalité de Songon. Depuis quelques années, elle protège ces sites bénéficiant d'un couvert forestier jouxtant la lagune ébriée à Songon-Mbraté. D'un membre de la communauté d'église en mission, SEVA, en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Pacifique, profitant de leur 12e assemblée générale tenue à chaque ville, participent à un planting d'arbres. Nous avons travaillé toute la semaine sur la thématique habiter autrement la création.
Et nous voulions absolument poser un geste symbolique, faire un acte concret pour dire à quel point nous ne voulons pas rester uniquement dans la parole, des bonnes paroles, mais aussi activement participer à ce que la terre ne se chauffe pas. Piloté par le ministère des Eaux et Forêts, cette action vise à restaurer le couvert forestier de cette municipalité. Notre objectif, c'est que la population comprenne le bien fondé de la remise en forme de l'équilibre de l'écosystème. Et ça passe par les plants, ça passe par la végétation, parce que tout dépend de la forêt. Sans la forêt, il n'y a pas de vie. C'est une bonne chose louable qu'il faut encourager. L'être humain a agressé donc cette nature, cet environnement. Et c'est donc à l'homme de réparer aussi cet environnement. Au cours de cette opération de planting d'arbres, les populations sont sensibilisées à rendre leur environnement propre et viable. En même temps que nous procédons au planting d'arbres, nous voyons autour de nous que ceux qui sont venus pour le planting d'arbres laissent tomber des bouteilles, laissent tomber les papiers hygiéniques ici et là. Nous sommes en train de salir aussi l'environnement. Alors, il faut donc un travail de conscience. Pour le premier magistrat de cette commune, lutter contre la déforestation, c'est encourager l'écotourisme. Ce site regorge de beaucoup d'animaux de plusieurs espèces. Ce sera un lieu touristique. Il y aura des restaurants et les gens viendront pour vraiment aider Songon à développer pleinement sa ville. La population de Songon, à travers leur chef, prennent l'engagement de poursuivre cette opération de reboisement dans leur commune. Allons un peu plus loin d'Abidjan, à Grand Bassam, Sa Majesté Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko, a communié avec son peuple autour des danses du patrimoine culturel Nzima. La cérémonie se tient depuis quelques années à la veille du Siedou, qui est la mise en retraite du tam-tam sacré avant la période silencieuse. Ce samedi 21 octobre, donc hier, le peuple Nzima et son roi ont assisté à une célébration colorée. David Soyo en était témoin. À quelques encablures de l'océan Atlantique, bruit de vagues, chansons traditionnelles et traduits modernes font danser hommes et femmes Nzima ce samedi 21 octobre 2023 sur la place Abissa. Il s'agit là d'une réjouissance populaire colorée autour duquel le peuple Nzima et son roi, Sa Majesté Amontanoé, communient chaque année. La cérémonie de ce jour précède le Siedou, la sortie du tam-tam sacré pour entamer une semaine de retraite de l'Edongbolé, dite semaine silencieuse avant l'Abissa. Mais la valorisation des danses du patrimoine culturel Nzima ne saurait se substituer à l'Abissa. Danse tradie moderne et traditionnelle, une fusion à laquelle Aoula Amontanoé attache du prix. À noter l'ouverture de cette fête des réjouissances avec l'artiste Palaiso, avec lui des enfants en joie, attendant le Siedou ce dimanche 22 octobre qui marque le début de la semaine silencieuse. Il est temps de revoir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde durant cette semaine, et c'est dans le 7 sur 7. Conflit entre Israël et le Hamas, le bilan s'alourdit, 1400 morts côté israélien et plus de 3785 morts côté palestinien. Après de longues négociations, l'Égypte a finalement autorisé l'ouverture d'un passage humanitaire vers Gaza pour venir en aide aux populations civiles. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu durable et pleinement respecté. L'homme qui a tué les 2 Suédois dans les rues de Bruxelles a été interpellé. La fusillade a eu lieu après 17 heures alors qu'un match de football Belgique-Suède se jouait dans la capitale. Le match a été immédiatement arrêté. La chercheuse franco-iranienne Fabril Adel est de retour en France après 4 ans de captivité en Iran. L'anthropologue a été libérée de sa prison. Elle avait été arrêtée pour espionnage par les gardiens de la Révolution en 2019.
Plus de 27 000 personnes sont bloquées dans le sud-est du pays à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes des 2 barrages après de fortes pluies. Le président ghanéen s'est rendu dans les zones sinistrées et a promis de l'aide aux victimes, tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques. Les 98 députés et 70 sénateurs de la transition peuvent maintenant entamer leur travail. Ils ont été nommés depuis le 6 octobre dernier par le président de la transition. Le terminal de Rafah a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Après 15 jours de siège total, ces camions chargés d'eau, de médicaments et de denrées alimentaires ont enfin pu entrer dans l'enclave palestinienne administrée par le Hamas. Depuis 2 semaines, l'enclave palestinienne subit les bombardements de l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée par le Hamas contre Israël. La police marocaine a saisi 1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca. Une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par les propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert les paquets suspects dans leur cargaison. La drogue était dissimulée dans les palettes de poissons congelés dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud ayant transité par l'Espagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information revient à 6h30 ce lundi sur RTI1. Excellente soirée, bon début de semaine.